Des artistes, des lives, Du kaif et du style c'est Alabama sur Studio Kalita. avec Cathy Choukroun. Et oui, un Alabama bien particulier aujourd'hui puisqu'on reçoit un photographe de renom. Il s'agit de Frédéric Brenner et je suis ravie de l'accueillir ici à Jérusalem. Bonjour Frédéric. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté, entre deux avions, on va dire, de vous arrêter par chez nous. Comment vous présenter? C'est tellement vaste, vous avez fait tellement de choses, tellement de photographies. Vous êtes photographe depuis l'âge de 19 ans. Vous avez parcouru le monde, je crois, en 25 ans pour un projet magnifique qui s'appelle Diaspora. Vous avez parcouru plus de, 45 pays, quelque chose comme ça. Oui. Et on va repartir du début puisque un beau jour, lorsque vous étiez en Israël, je crois que c'est là que tout a commencé pour vous, à Mea Shearim. Oui, ça fait drôle d'être ici parce que je viens régulièrement à Jérusalem, j'y ai vécu, mais oui, tout a commencé en 1978 lorsque je suis venu pour la première fois en Israël et j'irai le quartier, le lieu qui m'a ému a été ce quartier en amont de la porte de Damas, le quartier de Mea Shearim, et j'y suis resté et j'y suis revenu en gros 15 fois en l'espace de 3 ans. J'ai réalisé une série de photographies. C'était mes premières photographies. Je dirais que la photographie ne m'intéressait que dans la mesure où elle me permettait d'interroger une réalité qui m'était à ce point étrangère. Je suis né en France d'une famille extrêmement assimilée. Nous n'étions même pas des juifs de Kippour. Mes grands-parents maternels sont venus d'Algérie. Mes grands-parents paternels sont venus de Russie et de Roumanie. Et donc, tout se passe comme si, ayant été élevé loin de la tradition, ayant eu la chance de terminer ma scolarité, parce que j'étais pas un bon élève, de terminer ma scolarité à Yavne, j'ai donc eu la chance de rencontrer très tard ce judaïsme. Et donc, la porte qui était entrouverte, j'ai eu besoin de la pousser. Et c'est à Mea Shearim que ce que j'appellerais ce voyage initiatique et ce travail de restitution à toutes ces parts qui constituent la complexité de ce que je suis, a commencé. Et lorsque je suis venu à Jérusalem, ce qui m'intéressait, c'était pas vraiment Jérusalem, mais comment un groupe venu d'Europe centrale, plus précisément venu de Hongrie dans les années 1870, a recréé en plein cœur de Jérusalem, en plein cœur du Moyen-Orient, un shtetl, et comment ces gens vivent en diaspora en plein cœur de Jérusalem. Et ce projet est intéressant à bien des égards. D'abord parce que c'est avec ce projet que je nais à ma vocation. Je ne sais pas si je dois dire une vocation de photographe, parce que Vous aimiez déjà ça, la photo, vous étiez ou pas du tout? non, j'avais fait quelques photos, mais je n'aimais pas la photographie plus que la musique Okay. Et donc c'est ce terrain qui m'a mis le pied à l'étrier. Pourquoi? Parce que c'était un moyen d'être un peu caché en dehors et de pouvoir observer sans déranger ce que vous aviez devant les yeux, sans les déranger. C'est ces gens-là qui avaient éveillé quelque chose en vous. Encore une fois, il est toujours très facile de dire a posteriori Exact. Pourquoi on a fait quelque chose. Je dirais qu'on n'entreprend rien. C'est les choses qui nous entreprennent. C'est ce que l'on ignore de nous-mêmes qui fait qu'on est amené à réaliser ce que l'on réalise dans la vie. Donc, que rétrospectivement, j'en parle comme quelque chose, voilà, j'ai entrepris ce voyage, j'ai rien entrepris du tout. C'était comme une évidence à l'époque. Oui, c'était une intuition et une évidence à laquelle j'ai pas pu me soustraire. Et donc, j'ai réalisé, encore comme je l'ai dit, une quinzaine de voyages. Et j'ai rencontré aussi quelques personnes qui ont été
qui ont été très importantes dans mon parcours, mais Harim est intéressant dans la mesure où, en fait, c'est la matrice de tout mon projet. Je viens à Jérusalem pour interroger, pas Jérusalem, mais la diaspora à Jérusalem. Et c'est, sans le savoir, lorsque je photographie cette communauté, je ne sais pas que je vais séjourner ensuite, en gros, pendant 6 mois, dans une quarantaine de pays. Oui, pendant 25 ans. Pendant 25 ans. Donc ça a été vraiment fondateur de tout votre travail. Oui. Et donc c'est un peu un voyage à l'envers. Je viens à Jérusalem pour montrer la diaspora, et puis ensuite je voyage. Donc ensuite j'irai à Djerba. Alors justement, entre la réalisation de ce projet à Harim et ensuite la décision ou pas, je ne sais pas si c'était vraiment, si vous aviez conscience que ça allait durer 25 ans, ce projet diaspora. Pas du tout. Pas du tout, ok. Donc c'est quoi qui a été déclencheur? Pourquoi vous avez voulu partir, voyager dans ces pays pour rendre compte d'un judaïsme ou des juifs oubliés, des juifs très éloignés de nous? Dans un premier temps, je dirais que mon travail pourrait être qualifié de constat ethnographique. Parce que très vite, dès que je suis allé à Djerba, où je suis allé en Inde, je suis allé au Maroc, je suis allé en Éthiopie, en Russie, ces communautés existaient, mais je dirais à l'état de survivance, et c'était pour beaucoup pratiquement des fossiles vivants. Et donc j'ai eu le sentiment que la création de l'État d'Israël a véritablement changé la carte de la diaspora du peuple juif, et qu'il fallait absolument sauver de l'oubli ces groupes qui avaient survécu en marge de l'histoire, en marge de notre mémoire. Qu'est-ce qu'on savait de l'existence des juifs qui vivaient en Inde, qui vivaient en Éthiopie, qui vivaient dans le Caucase, qui vivaient au Birobidjan. Et je dirais que pour moi, très vite, cette diaspora m'est apparue comme une métaphore de la fécondation. Comment on a été fécondé et comment on a fécondé en retour. Et comment, je dirais, pour moi, ce Lech lecha mi artzecha mi molatecha mi beit avicha est vraiment un projet, une vocation, et tout se passe comme si le peuple juif mettait en acte cette injonction faite à Abraham, féconde et sois fécondé. Et donc, comment se déploie dans l'histoire ce projet et cette vocation. Alors, c'est tout à fait touchant ce que vous dites, d'autant que lorsqu'on regarde vos photos, elles sont saisissantes parce qu'on dirait un tableau. D'abord, de la facture qu'elles ont. Elles sont faites d'une certaine façon, on a une certaine lumière, on dirait des tableaux peints. Et elles parlent. C'est impressionnant, vraiment. Comment vous travaillez? Quelle technique vous utilisez? On sent que vous passez beaucoup de temps avant de choisir une photo. C'est le paradoxe d'une image, puisqu'une image est silencieuse par définition. Et comment se fait-il qu'elle parle? C'est ça. Je dirais pour moi, la définition d'une grande photo, c'est une photo qui chante, qu'on peut respirer, tout ce hors-champ qui est là dans une photo. C'est ça le mystère d'une image. Et j'ai commencé, en fait, ma formation est une formation d'ethnologue et ensuite d'anthropologue. J'ai terminé à l'époque ce qu'on appelle un DEA, donc un prédoctorat à l'École des hautes études en sciences sociales. Et puis, donc, cette formation m'a poussé à réaliser ou à nourrir mon intérêt photographique. Donc ces deux disciplines, photographie et anthropologie sociale, étaient... C'est exactement ce qui ressort de vos photos. Vraiment, on fait que j'ai réalisé ce travail. J'avais conscience que ces groupes allaient disparaître, ou plutôt disparaître. Ce travail que j'ai réalisé est véritablement une expression, un témoignage sur les reconfigurations d'Israël en tant que peuple porteur d'un projet, donc du Klal Israël. Et donc j'ai rassemblé tous ces fragments qui sont mes propres fragments, bien évidemment.
Donc c'est un grand puzzle que j'assemble pendant 25 ans. Je n'ai pas de formation de photographe. J'ai eu la chance de rencontrer quelques grands maîtres qui en fait ont été ont regardé mon travail, m'ont appris à regarder des images, et j'avais commencé, j'ai fait lettres sup après le bac, et puis j'ai voulu faire une école de photo, et j'ai très vite compris que non, il n'y avait pas besoin de faire une école de photo. Et, vous avez appris sur le tas. J'ai appris sur le tas. Et puis, bon, j'ai un sens de la lumière et du cadrage, mais voilà. Mais je ne suis pas, je dirais, je ne suis pas un grand technicien parce que très profondément, j'ai toujours eu le sentiment que plus on maîtrise et plus on est maîtrisé. Et donc, le travail d'un artiste, d'un photographe, c'est à la fois de maîtriser et à la fois de lâcher prise. Et ce n'est que dans ce double mouvement qu'il y a quelque chose qui peut jaillir. Okay. Voilà. Lorsqu'on voit vos photos au Yémen, notamment, elles sont très émouvantes, je trouve, parce que vraiment, on a l'impression que c'est un cliché instant T d'un monde, vraiment d'un monde disparu, d'un monde qu'on ne verra plus. Oui, qu'on n'imaginait même pas possible. Oui, d'un monde disparu, et puis ça correspond aussi à des images qu'on a de ce qu'était l'antique, le biblique. Exactement. Et donc ce projet qui donc me mène sur 4 continents pendant 25 ans, dans une quarantaine de pays, est en fait un voyage dans le temps et dans l'espace. Qu'est-ce qui a été difficile à réaliser techniquement, justement, sur place, quand on voyage comme ça? Tout a été difficile. Tout a été difficile parce que, trouver les fonds pour voyager, ça a été... et je dois dire, je rends hommage, Josie Eisenberg est décédée cette semaine. Josie était un ami, Josie était une personne qui très tôt a compris ce que je faisais et a financé une partie de mes voyages. Et donc, trouver les fonds qui m'ont permis de n'accepter aucun compromis, parce qu'il n'y a pas de petit compromis, il n'y a qu'un compromis qui mène à l'autre. Et donc, j'ai levé les fonds, mais surtout avoir accès à ces communautés. Parfois, pour des raisons politiques, il était très difficile d'aller au Yémen. Bien sûr. Et puis, comment décrypter, comment comprendre l'organisation sociale d'un groupe qui vit sur un autre continent, qui a une autre représentation du temps, de l'espace. Donc, de par ma formation d'ethnologue dans un premier temps et d'anthropologue ensuite, j'ai identifié des partenaires qui étaient soit des historiens, soit des ethnologues, soit des philosophes, et je les ai associés à ce projet. J'ai voyagé avec certains d'entre eux. Je suis allé en Asie centrale, par exemple, avec une personne qui enseigne l'histoire de l'Asie centrale au Langzhou. Je suis allé au Yémen avec la personne qui dirige aujourd'hui le département de l'Afrique blanche au Musée de l'Homme. Je suis allé faire tout ce travail dès le début des années 80 sur la dernière communauté marane qui existait encore dans la péninsule ibérique, au Portugal. Et pendant 10 ans, je suis retourné en gros 2 mois par an pour essayer de gagner la confiance de cette communauté et réaliser un film et une série d'images qui sont sûrement les seules images qui existent aujourd'hui sur les pratiques maranes, les pratiques secrètes qui ont perduré pendant pratiquement 5 siècles dans la péninsule ibérique, et sur lesquelles des historiens aussi célèbres que Cécile Roth ou d'autres ont rêvé de mettre un visage. J'ai publié un livre en 92 avec Youssef Yerushalmi qui s'appelle Marane, et où figurent et les photos et tout le corpus de prières qu'ont maintenu ces communautés. Alors, qu'est-ce qui est votre moteur? On a compris de rassembler ce puzzle, de faire en sorte que lorsque vous êtes en Israël, on comprend que ce peuple juif, il est multiple, il est divers, et vous avez été à sa rencontre à travers tous ces pays. Mais vous qui avez justement une formation d'ethnologue, c'est quoi le point commun entre tous? Qu'est-ce qui vous... Ce que ces personnes ont en commun, c'est leurs différences. Et ce que je recherche, c'est
en gros, ce projet est un projet sur l'altérité. Ce que toutes ces personnes ont en commun, c'est leurs différences et le rapport qu'elles entretiennent avec leurs différences. Avec leurs différences en elles-mêmes. C'est donc comment un individu... excusez-moi, je cherche mes mots. comment un individu... comment un individu... peut exprimer ça. Non, comment la part d'étrangeté qui nous habite nous devient familière, ou nous reste étrangère, et comment elle doit nous rester étrangère. Et en gros, mon travail est un travail aussi de portraitiste, donc un travail sur l'énigme du sujet. Et c'est à travers ce travail, je suis né à toutes ces notions de paradoxe, d'ambivalence, de discontinuité. Vous pensez que la photo est un moyen de dire des choses que d'autres supports ou d'autres médias ne peuvent pas faire? Bien évidemment. Si j'utilise la photo, c'est parce que les mots ne peuvent pas dire, à mon sens, ce que l'image. C'est plus fort. Mais je dirais que, mon travail est à la fois un travail de témoignage, mais c'est aussi un travail qui doit permettre à chacun de mesurer à l'autre, de commencer cette interrogation que moi, par le truchement de la photographie et des groupes que j'ai décidé de photographier, j'ai été amené à me poser des questions. Quand je crée une photographie, l'idée c'est de laisser suffisamment d'espace dans l'image pour que l'autre puisse commencer son propre voyage. Vous avez aussi des très belles photos, j'en parlais tout à l'heure, en Russie, notamment une photo qui fait penser au temps moderne, avec la machine, Oui, je suis allé dans l'ex-Union soviétique en 1982 pour la première fois. C'était encore l'Union soviétique, donc c'était Andropov, donc vraiment la ligne la plus dure du parti après Brejnev. Et puis, après Andropov, ça a été Gorbatchev, donc la perestroïka. Et je suis allé en Union soviétique, j'ai réalisé 7 voyages. Et lorsque j'ai vu l'extraordinaire paysage humain et l'extraordinaire diversité de ce continent qui était perçu comme un bloc monolithique, j'ai essayé de négocier avec les autorités, donc dès le début de la perestroïka, et j'ai pu finalement vivre dans l'ex-Union soviétique entre 87 et 89. J'ai voyagé dans les 15 républiques de l'ex-Union soviétique, et ce que j'ai voulu montrer, c'est la diversité ethnique, culturelle, sociale de ce continent. Pour la grande majorité des Occidentaux et des Juifs en Occident, l'Union soviétique, c'était des réfusniks. On ignorait qu'il y avait encore 400 000 personnes qui vivaient sur les bords de la mer Caspienne, entre Bakou et Makhatchkala, et qui ont créé du théâtre, de la poésie, de la musique. Et donc j'ai voulu mettre un visage sur tous ces hommes et toutes ces femmes, toutes ces façons d'être hommes ou femmes et juifs au monde. Alors c'est ça, je pense aussi à une photo que vous avez prise, ça ressemble à une espèce de café social en URSS, et quand on regarde cette photo, on se dit mais c'est des juifs, c'est pas des juifs, il est passé à autre chose. Mais exactement, tout à fait. Et donc au terme de ce voyage, comme je disais, au terme de ce voyage, on sort de là totalement confus, mais à un beaucoup plus haut niveau. C'est-à-dire, si on avait une idée de ce qu'était un juif, là, on ne sait plus du tout ce que c'est. C'est quoi? C'est votre désir d'apporter plus d'humanité dans ce monde, de dire aux autres, après la Shoah, que finalement... c'est impossible de savoir qu'est-ce qu'un juif, et c'est tellement... C'est impossible de savoir ce qu'est un juif, c'est impossible de savoir ce que c'est être homme, mais je pense que le projet du peuple juif est de sauver l'humain, de sauver l'humain dans l'homme, de sauver notre humanité. Et à travers ce témoignage, c'est un témoignage de tout. Je n'ai jamais eu le sentiment que lorsque je photographiais un juif au Yémen,
en Géorgie ou en Inde, je Alors, photographiais. en Inde, c'est saisissant Oui. aussi, parce qu'ils sont dans des... Enfin, je pense à une photo dans un palais, je pense on la verra à l'image. On se dit, mais c'est des juifs, c'est bizarre. Et On a encore du mal. Et encore une fois, lorsqu'on parle de l'Inde ou lorsqu'on parle du Maroc, on a le sentiment que c'est un continent, que c'est voilà les juifs marocains. Mais il y a plus de différence entre un juif né à Ouarzazate et un juif né à Tanger qu'entre un Français et un Allemand. Lorsque je vous dis, voilà, un juif du Caucase et un juif de Bialystok, Bialystok n'est pas aujourd'hui n'est plus en Union soviétique, mais je sais pas, un juif de Kiev, mais ils n'ont rien à voir. Tout, la tenue vestimentaire, les traditions culinaires, tout est différent. Donc, lorsque je dis que ce voyage est un voyage initiatique, que tous ces fragments sont constitutifs de ce que je suis. Si je crois me rappeler, Montaigne écrit dans ses essais cette très belle chose, il dit « Nous sommes faits de lopin, d'une texture aussi diverse et variée que chaque morceau joue son jeu à chaque instant, de telle sorte qu'il y a plus de différence de nous à nous-mêmes que de nous à autrui. » Et donc, est-ce qu'on est capable de vivre cette différence, cet écart entre nous et nous-mêmes? Et donc, ce que je photographie, c'est cette identité qui est un entre-deux. Et je photographie dans les interstices. Tout à fait. Il y a aussi, je pense aussi à des photos touchantes, notamment, je crois que c'était en Grèce, oui, avec des anciens déportés qui sont tatoués avec leur numéro de déporté. C'est saisissant parce qu'on a l'impression qu'il y en a un qui est, comment dire, qui est là, et il y en a d'autres qui ont un regard combattant. Il y en a un qui porte toute la souffrance et le mélange de ces regards, c'est vraiment une photo très bouleversante. C'est une photo que j'ai réalisée à Salonique, donc j'ai vécu quelques mois à Salonique et c'est la seule photo que j'ai réalisée. Et je voulais aussi témoigner de ce que cette communauté a enduré. 96% de la communauté grecque a été déportée, exterminée. On connaît et on associe rarement Shoah et juifs espagnols ou séfarades. Et pourtant, c'est important. Et donc, ce travail sur Salonique s'inscrit dans un autre travail que j'ai intitulé Itinéraire séfarade, qui a fait l'objet d'une grande exposition avec un portfolio qui a été publié. Et donc, j'ai passé entre 91 jusqu'au début 92, avant d'aller à la Villa Médicis, j'ai passé un an à voyager dans une vingtaine de pays pour essayer de montrer cette diaspora dans la diaspora donc de juifs espagnols, mais de juifs portugais aussi, très grande différence, et rassembler les morceaux de ce puzzle dans le puzzle, et montrer la diversité de la nation séfarade, de Lisbonne à Recife, en passant par Bordeaux, Londres, New York, la première communauté juive américaine en 1670. Les premiers juifs qui viennent s'installer à l'invitation de Peter Stuyvesant à New York sont des juifs portugais. Et donc, c'est ce travail sur les itinéraires séfarades que j'ai réalisé donc en 92, avant mon séjour à la Villa Médicis. Alors justement, puisqu'on en parle, Villa Médicis, ça veut dire reconnaissance quand même de vos pères. Ça a commencé avec quoi? Qu'est-ce qui a été déclencheur et qu'est-ce qui vous a amené à la Villa Médicis, justement? La Villa Médicis, en fait, c'est une résidence qui est offerte à des artistes français. On ne peut pas choisir. Non, on est choisi. Donc, il y a un photographe français qui s'appelait Franck Horvat, qui m'a un jour appelé. Il m'a dit... Voilà, j'apprécie infiniment votre travail et si vous le souhaitez, vous serez mon candidat. Et donc, j'imagine, il y avait plusieurs personnes sur le jury, plusieurs candidats. Et donc, j'ai été élu. Et donc, j'ai passé un an, une année très importante. Je dirais que dans mon travail, il y a avant Rome et après Rome. Et ça m'a permis de repenser, de revisiter
tout tout ce travail ethnographique. Et après la villa, il y a ce travail que j'ai commencé sur l'Amérique. Donc, j'ai vécu 3 ans aux États-Unis. Et donc, la villa a été une année très importante de par la communauté d'artistes, donc des plasticiens en tout genre qui étaient élus, la qualité des conversations que j'ai pu avoir avec certains pensionnaires, et puis le travail que j'ai réalisé, qui est différent du travail que j'ai réalisé au Yémen, en Inde, en Éthiopie, au Maroc, même en Union soviétique, et où je commence à mettre en scène, plus que je ne l'avais fait avant, des personnes, et puis où j'interroge comment un tout petit groupe d'individus a réussi à résister à la tentation de la représentation et à vivre au cœur de la chrétienté, et à survivre pendant 2000 ans. Et donc c'est donc c'est toujours le même questionnement, mais déroulé oui. de différentes façons. C'est vraiment une diffraction d'une image, et à travers tout, et essayer de montrer tous ces fragments. C'est comme si vous aviez la boulimie de rattraper quelque chose qu'on ne vous avait pas transmis à la base, qu'on ne vous avait pas donné. Oui, comme je l'ai dit au début, c'est ce que l'on ignore de nous-mêmes qui nous pousse à réaliser ce que l'on réalise. Et oui. Et... Alors, vous êtes parti en diaspora, enfin en tout cas à la rencontre de la diaspora pendant 25 ans, mais tout est parti de Jérusalem et vous êtes revenu à Jérusalem et vous avez embringué avec vous d'autres photographes pour un magnifique projet qui s'appelle This Place. Ça, c'était il y a quelques années. Makom Ze. Voilà, Makom Ze en hébreu. Oui. Comment est né ce projet ? Makom Ze, c'est très important. Pour moi, Makom Ze, c'est un espace intérieur avant tout. Et donc... ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a de la place pour Israël pour vous ? Non, il y a toujours de la place pour Israël. Une place différente, une place plus tangible. Non, je dirais que la façon dont je photographie est différente. Makom, comme on le sait, est un des noms de Dieu. Pour essayer de le dire très vite, parce que je pense qu'il nous reste peu de temps. Non, on peut rester avec vous, vous êtes passionnant. En 1900, j'avais réalisé donc un premier livre sur Israël avec Aleph Bet Yoshua en 1988, pour le 40e anniversaire. J'ai réalisé un autre livre avec le poète Yehuda Amichai en 1998 qui s'appelait Exile at Home. Mon livre publié sur la diaspora s'appelait Homelands in Exile. Donc c'est vraiment jouer avec la notion de chez soi et en diaspora. Et puis en 2003, je publie donc Diaspora, terre natale de l'exil. Et c'est le moment de l'intifada. Et je trouve que la façon dont Israël est traité dans les médias et la délégitimisation d'Israël, ce que Jules Isaac a appelé la réprobation d'Israël, est quelque chose d'injuste. Mais je trouve tout aussi injuste la façon dont Israël répond à cette délégitimisation, et où les Juifs répondent à cette délégitimisation. Et je me dis... Les Juifs en Israël ou les Juifs en diaspora ? Les Juifs en diaspora et les Juifs en Israël. Il y a bien sûr des exceptions, mais en règle générale, je ne partage pas... la réponse n'est pas à la hauteur. Non, les réactions ne sont pas à la hauteur. La réponse est idéologique, et l'existence du peuple juif n'a rien à voir avec une idéologie. Même si aujourd'hui l'idéologie tente à prévaloir, un peuple qui est sorti d'Égypte, mais comment peut-on utiliser des arguments tels que ceux comment peut-on se rabaisser, parler au même niveau que celui de la délégitimisation qui est faite de nous-mêmes. Et donc, je me dis, qu'est-ce qui se passerait si j'étais capable d'inviter
des artistes contemporains qui utilisent la photographie pour poser des questions difficiles, des questions douloureuses, et pas donner de réponse. Qu'est-ce qui se passerait si j'étais... Juste une interrogation. Juste une interrogation. Si j'étais capable d'inviter les grands prêtres de l'art contemporain pour interroger Israël et les territoires, Israël comme lieu et comme métaphore, Israël comme ce lieu du partage de l'origine, Israël comme ce lieu où les cartes du sacré se superposent, s'enchevêtrent et s'excluent les unes les autres. Qu'est-ce qui se passerait si j'étais capable de convaincre ces personnes de regarder au-delà d'une perspective duel, pour Israël, contre Israël, victime, bourreau, et que par le truchement d'une parole poétique, on arrive à réaliser un portrait fait de questions, les unes plus difficiles que les autres, et donc réaliser un portrait pluriel. Et j'ai donc décidé... Alors justement, vous l'avez fait, vous avez réussi à enrôler avec vous 12 photographes. Alors comment vous avez travaillé? Vous avez décidé, chacun a décidé de poser justement une question qui l'intéressait, travailler dans une direction qui l'intéressait ou pas? Dans un premier temps, il a fallu convaincre ces artistes oui, contemporains. Ça n'a pas dû être facile. Qui ne voulaient pas être embringués dans un projet politique où ils seraient instrumentalisés. Voilà, forcément. Et donc, ça a pris beaucoup plus de temps que je ne le pensais. Ça a pris en gros... l'intuition de ce projet m'est venue en fin 2005, tout début 2006. Il a fallu, dans un premier temps, identifier les photographes, identifier les mécènes qui pourraient financer un projet qui a coûté en gros 6 millions de dollars. Ouais, bah oui, on imagine. Et faire venir, encore une fois, des personnes qui ont réinventé une grammaire et une syntaxe pour l'art contemporain au XXe siècle et au début du XXe siècle. Vous avez trouvé courageux, ceux qui vous ont dit oui? Vous avez trouvé ça normal? Non, j'ai pas trouvé ça normal. Et de toute manière, j'ai dû rencontrer en gros un peu plus d'une trentaine de photographes. En gros, j'en ai environ 18 que j'ai trouvé intéressants. Quand je dis intéressant, c'est-à-dire il y a une chose qui pour moi disqualifiait un photographe, c'était la colère. Parce que la colère cherche toujours une proie dont s'emparer, et Israël est la proie par excellence. Mais pourtant, quand on parle de photographes contemporains, etc., même de grandes expositions comme le Salon Paris Photo, etc., qui est très connu, quand on voit les travaux des Israéliens, ou en tout cas des gens qui parlent en photo d'Israël, souvent des photos politiques. Ça arrive que ce ne soit pas le cas, mais c'est souvent des photos très politiques. Je pense à Mickey Kratzmann, etc., c'est un peu dommage, quoi. Je veux dire, alors, l'enjeu, c'était de regarder au-delà d'une perspective duel, au-delà du politique, si tant est que c'est possible. C'est pas passer au-dessus du politique. On ne peut pas. Mais c'est essayer de comprendre les enjeux archaïques. Vous pensez que c'est comme ça qu'on résoudra le conflit ? Avec des initiatives dans ce sens? La seule façon dont on résoudra le conflit, qui est un conflit par rapport à la notion d'altérité, c'est être capable de regarder l'altérité en nous et d'être capable de vivre ce rapport d'étrangeté à nous-mêmes. Tant qu'on n'aura pas fait ce travail-là, on ne pourra pas étreindre l'étranger hors de nous tant qu'on n'est pas capable de le faire en nous. Et donc l'idée, c'était d'inviter des étrangers, des autres, à venir ici, pas juifs. Donc, il y a 12 photographes, 8 nationalités différentes, pour regarder de lieux très différents, une coréenne, un new-yorkais, un allemand, un anglais, un français, regarder Israël à travers des perspectives extrêmement différentes et poser des questions, ne pas donner de réponses. Les questions sont infiniment plus importantes que les réponses. Et ça a été, pour chacun, ça a été une rencontre bouleversante avec une terre et des hommes dont ils ignoraient tout. Ils ont réalisé qu'en fait, on ne peut rien comprendre à ce lieu. Et leurs images restituent cela. C'est précisément ça qu'elles restituent.
Et ces images sont une invitation à nous-mêmes poser des questions auxquelles on n'aurait pas pensé. La moisson photographique est une moisson photographique extraordinaire, celle qu'ils ont rapportée. Il y a 10 livres qui ont été publiés, 10 monographies, donc sous cette ombrelle qui s'appelle Makom Z. Un livre, l'exposition a commencé, a ouvert à Prague au musée d'art contemporain, est ensuite allée à Tel Aviv, au musée de Tel Aviv. Ensuite, elle est allée à New York. Elle va aujourd'hui sur les campus universitaires aux États-Unis parce que l'idée, c'était les plus grands artistes contemporains aujourd'hui, mais to foster, pour susciter une conversation au-delà d'une perspective duelle, comme je l'ai dit avant. Alors justement, comment vous avez travaillé? C'est vous qui parlez d'abord avec eux pour leur expliquer le contexte. Alors, vous les avez emmenés dans plusieurs endroits et ensuite ils sont revenus seuls pour choisir. Vous les avez accompagnés tout du long. Je dirais que l'hypothèse de travail que j'ai énoncée très brièvement avant, Israël comme lieu et comme métaphore, était suffisamment ouverte et riche pour que chacun se réapproprie ce sujet. Et les photographes ont identifié très vite ce qui les intéressait. L'idée n'était pas de réaliser un portrait exhaustif d'Israël. Non, bien sûr que non. Mais encore une fois, poser des questions. Et donc, les photographes... le projet a grandi de façon très organique. Au début, il y a eu 6 photographes. Et à partir de là... le commissaire d'exposition, Jeff Rosenheim, qui est le commissaire d'exposition, qui est le conservateur de la photographie au Metropolitan Museum à New York, nous a aidé à identifier d'autres photographes pour essayer de compléter ce tableau. Par exemple, Thomas Struss, l'Allemand, a réalisé beaucoup de photos d'architecture et de paysages, 1 ou 2 portraits. On voulait qu'il y ait et de l'humain, et du paysage, et de l'architectural. Donc, à partir du moment où il y a eu un premier corpus, on a essayé d'agréger autour quelque chose qui puisse rendre compte de cette diversifier encore plus le projet. Voilà. Vous avez pris vous-même des photos dans les territoires ? Bien sûr, j'ai pris des photos dans les territoires. Encore une fois, les photographes ont eu carte blanche et ils n'ont accepté de travailler ici que s'ils avaient carte blanche, donc il n'y a eu aucun editing et c'était la seule façon je pense, pour moi, l'idée c'était d'ouvrir leur cœur encore plus que leur tête. Et c'est ce qu'ils ont fait. Vous pensez que vous avez apporté votre pierre à l'édifice avec ce travail dans une meilleure compréhension d'Israël ? Je pense que l'approche poétique est la seule approche qui peut permettre de laisser de la place à l'autre et de laisser de la place en nous pour que surgissent des questions. Ok, alors quel est votre prochain projet ? Je crois que vous êtes aujourd'hui en Allemagne, à Berlin. Vous travaillez depuis plus de 6 mois, je crois. Oui, j'ai eu une résidence d'artiste. J'ai été invité par le gouvernement allemand pendant 1 an. Et ce qui se joue aujourd'hui à Berlin, je ne peux pas en parler beaucoup plus que ça, me semble être un concentré de tout ce qui se joue aujourd'hui dans le monde. Et j'ai donc décidé de retourner à Berlin pour réaliser des photographies à partir de l'hypothèse de travail qui a surgi. Alors, ce qui se joue à Berlin, c'est-à-dire par rapport au peuple juif, par rapport au monde, par rapport à l'Europe, par rapport à la déliquescence des relations. Par rapport à l'Europe, par rapport au monde et par rapport au peuple juif. Je ne peux pas en dire beaucoup plus maintenant, mais je reviendrai ici en parler si ça vous dit d'ici. Mais avec plaisir, voilà. Vous êtes le bienvenu. En tout cas, c'était vraiment très agréable de passer ce moment avec vous. On pourrait, en tout cas, je crois que pour poursuivre la conversation, le mieux c'est de continuer à regarder vos photos parce que ça en dit long sur vous. Vraiment, vous avez fait un travail d'orfèvre, on peut dire ça comme beaucoup. Ça, vraiment. Merci d'être venu et profitez bien de votre séjour en Israël alors. Merci. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Ciao.
Des artistes, des lives, Du kiff et du style c'est Alabama sur Studio Kalita. avec Cathy Choukroun.